La nuit où Séraphine Val traversa pieds nus le marbre veiné de givre de la cathédrale de la Cour du Sœur pour être rituellement répudiée. Les brasseros se consumaient lentement et les lustres en bois de cerve au-dessus de sa tête craquaient comme de vieux os dans un vent lent. Et chaque noble dans la longue galerie s'était penché en avant, dans ce silence réservé aux exécutions et aux mariages, ce qui, à cette cour encore, revenait presque au même. On lui avait dit comment cela se passerait. Sa servante, Blanche, le lui avait dit, en lui peignant les cheveux de ses doigts tremblants ce matin-là. L'intendant Vince le lui avait dit, lui qui n'avait pas croisé son regard une seule fois depuis son arrivée. Et l'archiviste à l'étole noire le lui avait dit. 2 soirs plus tôt, elle s'était glissée dans sa cellule pour presser une fiole de potion anesthésiante dans sa paume, et elle avait murmuré qu'il serait plus doux pour elle de ne pas se souvenir. Séraphine n'avait pas bu la potion. Elle était entrée dans la cathédrale de givre en se souvenant de tout. Elle se souvenait du nom de son village, qui était le Creux d'Orwell, et du nom de la rivière qui le longeait, qui était le Mince Ruisseau, et du nom du cartographe qui l'avait engendré et qui était mort avant de lui apprendre à lire autre chose que les lignes tracées à la main qu'il avait laissées derrière lui. Elle se souvenait surtout des 4 nuits passées dans les archives poussiéreuses sous la chapelle. Là, la lanterne crachotait une flamme bleue à cause du froid, et le vélin sentait le vieux fer. C'est là qu'elle avait trouvé la clause des griffes. Elle la sentait maintenant, nichée contre son sternum, vibrant sous ses côtes comme un second cœur. Ce que la cour ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que les phrases sur ce parchemin avaient bougé sous son regard, comme si elles étaient vivantes, comme si elles avaient attendu 300 ans que quelqu'un puisse les entendre. Et quand le roi Alpha Warren Strike, dernier souverain couronné de bois de cerf de la lignée du cerf, descendit de l'estrade dans ses fourrures grises et son diadème d'os, et qu'il éleva la voix pour prononcer la répudiation qu'il enverrait au couvent des épouses oubliées pour rejoindre les 7 femmes avant elle, Séraphine se tint très droite et observa sa bouche. Son visage était taillé dans l'hiver. Ses yeux avaient la couleur d'un lac gelé où quelque chose de profond bougeait encore. Il prononça les premiers mots du rituel sans la regarder, puis les deuxièmes mots en regardant la pierre entre ses pieds, et ce n'est qu'au troisième mot qu'il leva les yeux. Et dans la brève collision de leurs regards, elle sentit quelque chose pour lequel elle n'avait pas de vocabulaire. Une attraction sourde sous son sternum, qui n'était ni peur, ni désir, ni obéissance. Un bourdonnement, comme un fil tendu et pincé entre eux sans leur consentement. Et elle comprit avec une clarté qui l'effraya qu'il le sentait aussi, et qu'il prononçait la répudiation plus vite maintenant, presque cruellement vite, pour y échapper. « Je ne veux pas de toi, Séraphine Val, dit-il, et un hoquet de surprise, comme une petite marée, parcourut la galerie. Et Dame Alicia, au pied de l'estrade, pressa une main gantée sur sa clavicule dans un chagrin étudié et magnifique qui ne trompa personne, mais qui fut applaudi par tous. « Je romps le lien du traité offert par ton tribut, dit-il, et je te libère pour la maison du silence. » Et le diadème d'os capta la lumière des torches et la projeta en 9 petites lunes sur le plafond. Elle était censée s'agenouiller. Elle était censée pleurer. Elle était censée disparaître comme les autres avaient disparu. Au lieu de cela, Séraphine Val releva le menton et se mit à rire. Ce n'était pas un rire poli, ce n'était pas un rire amer, c'était une chose brute, étonnée, qui jaillit de sa poitrine, rebondit sur les lustres en bois de cerf et fit sursauter un couple de moineaux qui nichaient dans le clair-voie, les envoyant voleter dans les chevrons. La cour devint si silencieuse qu'elle pouvait entendre les ailes des moineaux. La mâchoire de Roaring Strike se contracta. Un muscle tressaillit sous le bord soigné de sa barbe. Ses narines se dilatèrent, et dans ce petit mouvement involontaire, Séraphine vit le cerf en lui relever la tête. Ses aux aiguettes blanches pressées contre le mur dans l'allée des serviteurs était devenu blême. Vince avait laissé tomber son bâton de cérémonie. Le chagrin de Dame Alicia avait glissé de son visage comme un voile mal épinglé. Et ce qui se trouvait en dessous n'avait rien de bienveillant. L'archiviste à l'étole noire, la femme qui avait pressé la potion dans la main de Séraphine, la femme dont Séraphine avait appris 3 nuits plus tôt qu'elle était sa propre mère, se figea contre un pilier. Ses doigts étaient pressés contre sa bouche, et ses yeux, identiques à ceux de Séraphine, n'étaient pas fiers. Ils étaient terrifiés. Bien, pensa Séraphine. Elle était venue ici pour être terrifiante. Elle inspira.
Le rire tremblait encore au fond de sa gorge, mais elle l'avala et retrouva sa voix, et elle était plus stable qu'elle ne l'aurait mérité. Par le deuxième concordat du trône du cerf, dit-elle dans l'ancienne cadence cérémonielle qu'elle avait mémorisée à la lueur des bougies 4 nuits de suite. Et les mots fendirent l'air comme du cristal frappé, et même les moineaux se turent. Par la clause des griffes annexée sous le sceau de la reine-mère Odessa durant le 9e hiver de son règne, une épouse de tribu refusée à l'autel par le roi Alpha régnant de cette cour ne retourne pas à son village d'origine, n'entre pas au couvent des épouses oubliées et ne renonce pas à son tribut. Elle en hérite. Chaque conseiller sur les bancs à gradins bougea en même temps, une ondulation de robes et de chaînes d'argent, et le murmure qui les parcourut n'était pas une rumeur, mais une reconnaissance. Le son que font les hommes quand ils ont oublié quelque chose et que la mauvaise personne le leur rappelle. Séraphine ne s'arrêta pas. L'épouse refusée, dit-elle, hérite en son nom propre des terres frontalières listées dans le manifeste du tribut, car le manifeste est un contrat de propriété offerte, et une propriété qui n'est pas acceptée par la partie à qui elle est offerte ne revient pas au donateur, mais au réceptacle désigné du transfert. Elle fit un pas vers l'estrade. Le givre sous ses pieds vibrait contre la plante de ses pieds. « Ce réceptacle, dit-elle, c'est moi. » Elle observa le visage de Roran. La bouche du roi couronnée de bois de cerf s'était légèrement entr'ouverte. Il n'était pas en colère. Il n'était même pas surpris comme l'était le conseil. Il la regardait comme si une carte qu'on lui avait donnée à l'envers venait soudain d'être remise à l'endroit. Les terres frontalières en question, continua-t-elle, parce qu'elle n'osait pas s'arrêter, parce que si elle s'arrêtait, le conseil commencerait. Sont les 3 vallées à l'ouest du mince ruisseau, les cols du cartographe, les appels de Philorgeon et la longue prairie au creux d'Orwell. Elles ont été offertes comme dot. Vous avez refusé l'épouse. Par la clause d'Odessa, elles sont maintenant à moi. Dame Alicia émit un son de souffle coupé, et le conseiller à son coude, un homme élégant en gris colombe dont Séraphine n'avait pas encore appris le nom, mais dont elle connaîtrait trop bien le visage, posa une main baguée sur le poignet d'Alicia dans un geste qui se voulait apaisant et ne l'était pas. Le chef du conseil, un ancien aux larges épaules nommé Seigneur Corvin, se leva avec la grâce pesante d'un homme peu habitué à être surpris dans sa propre maison. « Enfant, dit-il sans méchanceté, tu as lu des livres qui ne sont pas faits pour tes mains. » Sa voix ne portait pas de colère, seulement la correction lasse qu'on offre à un serviteur qui a mal compris une tâche. Le deuxième concordat a été abrogé par les accords d'hiver. La clause que tu cites est une loi morte. Séraphine soutint son regard et ne sia pas. Les accords d'hiver, dit-elle, ont abrogé le 3e concordat. Le 2e n'a jamais été révoqué. Les archives possèdent le rouleau a le sceau n'a pas été brisé. Je serais heureuse de conduire le conseil jusqu'à l'étagère pour leur montrer. Quelque part dans la galerie, un jeune page rit, s'interrompit et fit semblant de tousser. Roran Strike n'avait pas bougé. Il la regardait toujours, et le lac derrière ses yeux s'était fissuré quelque part en profondeur, et quelque chose d'ancien remontait à la surface. Le sourire du seigneur Corvin n'atteignit pas sa bouche. La clause des griffes, dit-il, si elle existe, s'applique aux épouses de citoyenneté reconnues. Tu es un tribut d'un village frontalier, et le tribut est un statut provisoire. Il ne te donne pas le droit de citer des concordats. Il écarta les mains. Ton rire était charmant, jeune fille. Agenouille-toi maintenant, et le couvent sera doux avec toi. Le couvent n'avait été doux avec aucune des 7. Séraphine sentit l'attraction dans son sternum se resserrer, comme si un fil avait été tendu entre sa poitrine et celle du roi, et elle ne regarda pas Rorin parce qu'elle ne pouvait pas se le permettre. Mais elle sut au soudain immobilisme de ses épaules qu'il le sentait comme elle. « Ma citoyenneté, dit-elle, est enregistrée dans les papiers de tribu que vous m'avez demandé de signer en entrant dans cette cour. Signé, scellé, attesté. Vous ne pouvez pas retirer ce que vous avez exigé. » Le sourire de Corvin s'amincit. « Les papiers peuvent être examinés, dit-il, ce soir en fait. Le conseil va se retirer pour examiner ta demande. » Le givre sous ses pieds devint froid d'une manière qu'il n'avait pas été auparavant. Elle sut, avec la petite certitude sombre d'une femme qui a lu trop de clauses enfouies, qu'on venait de lui donner jusqu'à l'aube pour vivre. Ils l'emmenèrent dans une chambre d'amis plutôt que dans une cellule, ce qui était une cruauté en soi. «
car les chambres d'amis de la cour du cerf avaient des portes qui se verrouillaient de l'extérieur, mais elles étaient tapissées d'un damas bleu si exquis qu'une femme pouvait se convaincre qu'elle n'avait pas été emprisonnée. Blanche fut autorisée à lui apporter du thé. Le thé refroidit. Un petit feu murmurait dans l'âtre, derrière l'unique fenêtre étroite. Le jardin de la cour s'étendait en géométrie pâle. Et quelque part au-delà du labyrinthe d'If, Séraphine pouvait entendre le brame d'un cerf lointain, et elle pensa, absurdement, que même les animaux de ce royaume s'annoncent par des « je suis ». Blanche s'assit sur un tabouret bas et ne fit pas semblant de verser plus de thé. « Madame, murmura-t-elle, vous n'auriez pas dû rire. »« Je sais, dit Séraphine, vous n'auriez pas dû lire ces livres. »« Je sais. » Les yeux de Blanche étaient humides. « Madame, il y a une femme qui demande à vous voir. Elle dit qu'elle y est autorisée. Elle dit qu'elle est l'archiviste. »« Faites-la entrer, » dit Séraphine, et le mot « archiviste » avait le goût d'une pièce de monnaie dans sa bouche, brillante et amère. L'archiviste entra comme si elle venait expertiser un visage fissuré. C'était une femme grande et mince, dans la cinquantaine, avec la même bouche que Séraphine, les mêmes pommettes, et des yeux qui avaient vu trop de bûchers pour pleurer à celui-ci. Elle attendit que Blanche soit envoyée chercher du charbon frais. Elle ferma la porte. Elle ne s'assit pas. « Je suis Nia A, dit-elle, comme si Séraphine ne le savait pas déjà, comme si le dire à voix haute rendait la revendication plus petite. « J'ai signé tes papiers de tribu, dit-elle. Je t'ai fait entrer dans cette cour parce que l'alternative était de regarder les cavaliers de Strike réduire le creux d'Orwell en cendres avant le prochain gel. J'ai fait en sorte que tu sois répudié parce que le lien entre toi et cet homme que tu ressens maintenant et qu'il a ressenti au moment où tu as franchi le seuil aurait réveillé ton don trop vite avant que tu puisses le contrôler, avant que tu puisses le cacher. Je voulais que tu vives au couvent. Le couvent aurait été silencieux et le silence t'aurait maintenu en vie. » Séraphine la dévisagea. « Quel don, dit-elle. » Le visage de Nia fit ce que font les visages quand ils abandonnent enfin un long secret. « La cartomancie, dit-elle. La lignée de ton père était pure, mais ma lignée, la lignée des Vales, lit la loi écrite comme sa cour lit une piste. Les lettres nous montrent la vérité. Les lettres nous montrent les contrefaçons. Les lettres nous montrent la main derrière la signature. Tu as lu cette clause, Séraphina, mais plus que ça, la clause t'a lu en retour. C'est pourquoi elle a bougé pour toi et pas pour les scribes de Corvingue qui la lisent depuis des années et ne l'ont jamais vue. Elle t'a reconnu. » Séraphine s'assit lentement sur le bord du lit parce que ses genoux avaient décidé pour elle. « Depuis combien de temps, dit-elle. Depuis combien de temps le sais-tu? » Depuis le jour de ta naissance, dit Nia, et j'ai passé chaque année depuis à essayer de te garder illisible. Séraphine rit de nouveau, mais plus doucement cette fois, presque gentiment. « Mère, dit-elle, et elle regarda Nia tressaillir à ce mot. « Mère, je vais être tuée avant l'aube. » La bouche de Nia se serra. « Pas avant l'aube, dit-elle. À l'aube. Ils viendront aux premières lueurs avec un instrument appelé le clarion, et ils déclareront ta citoyenneté rétroactivement annulée. C'est un vieux mécanisme. Un village enregistré après une certaine date par un certain greffier, sous un certain sceau, peut être déclaré provisoire, et son tribut rendu sans nom. Tes papiers de tribu seront relus, et le greffier qui a enregistré le creux d'Orwell sera commodément jugé comme n'ayant pas été autorisé. Et tu seras, à compter d'1 heure avant ton arrivée à cette cour, personne. » Les mains de Séraphine étaient très froides. « Ils peuvent faire ça, dit-elle. »« Ils l'ont fait, dit Nia, 7 fois. »« Les 7 avant moi, dit Séraphine. » Nia ne répondit pas, ce qui était une réponse. « Et ensuite, dit Séraphine, ensuite, sans citoyenneté, on ne peut pas posséder de terre. Sans terre, on n'a aucune revendication. Sans revendication, ils vous éliminent discrètement. Généralement sur la route, généralement par des bandits que le Conseil n'a jamais, en 300 ans, réussi à attraper. » Il y eut un long silence entre elles. Le feu murmurait. Quelque part dans le couloir, un serviteur passa avec un plateau et ne s'arrêta pas. Séraphine releva la tête. « Alors j'invoque le second droit, dit-elle. » Le visage de Nia devint blanc. « Non, dit-elle. » dit Séraphine, l'épreuve de la lecture de vérité. Nia fit un pas vers elle et s'arrêta. Ses mains étaient ouvertes à ses côtés, comme si elle voulait toucher sa fille,
et ne se souvenait plus comment faire. Séraphine, dit-elle, et sa voix se brisa sur le nom. Ils choisiront la charte. Ils choisiront le document scellé que tu devras lire à voix haute devant toute la cour pendant que la toxine de contrainte te dévorera les veines. Ils choisiront quelque chose que tu ne pourras pas finir. Ils choisiront quelque chose qui te tuera avant le dernier mot. Je sais, dit Séraphine, je vais le faire quand même. Nia ferma les yeux. Séraphine tendit la main et prit le poignet de sa mère. Il était plus fin qu'elle ne s'y attendait. Mère, dit-elle, tu as passé toute ma vie à essayer de me garder illisible. J'en ai assez d'être illisible. Va dire au conseil. La bouche de Nia bougea sans un son pendant un moment, puis elle hocha la tête une fois, un petit hochement terrible. Je leur dirai, dit-elle. Et Séraphine, dit-elle à la porte, oui, la charte qu'ils choisiront. Tu dois savoir. Dis-moi, dit Séraphine. C'est la charte qui a condamné ta grand-mère, dit Nia. Notre lignée, le silence. Elle est scellée depuis 112 ans et elle a été écrite pour tuer toute Val qui essaierait de la lire. Tu seras la première à essayer depuis elle. Je la finirai, dit Séraphine. Nia la regarda longuement et ne lui dit pas au revoir. Elle sortit. La porte ne fut pas verrouillée derrière elle, ce qui était une sorte de message en soi. Le conseil se réunit de nouveau avant l'aube, et la cathédrale était plus froide cette fois, plus froide que la pierre seule ne pouvait l'expliquer, comme si la cour elle-même avait expiré et retenu son souffle. Séraphine était escortée par 2 gardes au casque à crête de bois de cerf, et par Blanche, qui avait pleuré une fois dans le couloir puis avait décidé de ne plus pleurer. Le seigneur Corvin présidait. Dame Alicia avait revêtu une robe d'argent d'hiver. L'élégant conseiller en gris colombe était assis à la droite de Corvin et ne regarda pas Séraphine une seule fois. C'est ainsi qu'elle sut qu'elle devait avoir peur de lui. Roran Strike était sur l'estrade, et Roran Strike n'était pas le même homme qu'il avait répudié la veille. Ushpanaan. Ses fourrures grises avaient disparu. Il portait des cuirs noirs simples, le diadème d'os posé sur un petit socle de pierre, comme s'il avait décidé d'affronter ce qui venait sans ornement. Le lac derrière ses yeux n'avait pas regelé. Sa mâchoire était une ligne crispée. Ses mains étaient détendues à ses côtés. Et Séraphine, qui avait été élevée par un cartographe pour remarquer les petits indices du terrain, vit que ses jointures étaient blanches. Il n'avait pas dormi. L'attraction sous son sternum se resserra quand elle entra dans la salle, et elle sentit, plutôt qu'elle ne le vit, le hoquet correspondant dans son souffle. Le conseil se leva. Le clarion fut avancé, un instrument de cuivre froid de la longueur d'un avant-bras, avec une fente en son centre où un document pouvait être enfilé. Corvin lut les conclusions. Le village du Creux d'Orwell, dit-il, enregistré la 23e année du règne actuel par le greffier Harrow Vale, n'était pas autorisé à être inclus dans les registres de tribus. Le dit greffier ayant été jugé à titre posthume avoir outrepassé sa commission. Harrow Vale, pensa Séraphine. Le frère de son père, son oncle, mort depuis 9 hivers. Le conseil est une machine créative, pensa-t-elle, quand il le veut. La citoyenneté de la femme connue sous le nom de Séraphine Val, continua Corvin, est donc rétroactivement annulée. Elle n'a aucun statut dans cette cour. Elle n'a aucune revendication. Elle est remise à la garde des maréchaux de la frontière pour un retour en toute sécurité à son village d'origine. Il fit une pause. Il la regarda presque avec bienveillance. À moins, dit-il, qu'elle ne souhaite invoquer un autre droit. Séraphine s'avança dans le cercle de craie que les gardes avaient tracé au centre du sol. Elle ne regarda pas Roran, bien qu'elle sentît son regard comme une chaleur le long de sa joue gauche. « J'invoque l'épreuve de la lecture de vérité », dit-elle. La salle ne halta pas, ce qui lui dit qu'il s'y attendait. « Très bien, dit Corvin. Sa voix avait la douce satisfaction d'un homme dont le piège s'était refermé comme prévu. « Tu seras lié dans l'anneau du clarion. On te donnera une dose de potion de contrainte. Tu liras à voix haute, sans interruption et sans aide, la charte scellée que le Conseil présente, et tu en rendras le sens véritable. Si tu faiblis, si tu mens, si tu ne parviens pas à finir avant que la potion n'achève son cours, tu seras jugé fausse, et la sentence est la mort par l'action même de la potion. Consens-tu? Je consens, dit Séraphine. La charte fut apportée par un page si pâle qu'il semblait sculpté dans la craie. C'était un document plus ancien que tout ce qu'elle avait jamais vu. La cire était noire. Le chaux était le bois de Sir et la lune de la maison de Strike. Et par-dessus, dans une seconde empreinte qui lui retourna l'estomac,
se trouvait le sigle de la plume croisée de la lignée des Vale, un sigle qu'elle n'avait jamais vu estampé, mais dont elle avait rêvé depuis son enfance. La charte fut enfilée dans le clarion. Le clarion fut verrouillé. La potion fut apportée dans une coupe de cuivre peu profonde. Séraphine la but. Elle avait un goût de rouille et de lavande et de quelque chose qui brûlait tout le long du chemin. La pièce bascula une fois, puis se stabilisa. Les lettres de la charte se soulevèrent de la page pour ses yeux seuls, ce qui signifiait que le don s'éveillait, ce qui signifiait qu'elle était engagée sans retour. Elle pencha la tête sur le parchemin et commença à lire. « Qu'il soit su, dit-elle, durant le 9e hiver du règne du roi couronné de bois de Serf Aldrich Strike, que la lignée nommée Vale, à qui jusqu'à cette heure a été permise la tenue des registres et la transcription des traités, est par la présente jugée porteuse d'une corruption du sang. » Et elle sentit la toxine bouger dans ses veines comme un second écrivain, essayant de lui fermer la gorge sur le mot « corruption ». Elle ne le laissa pas faire. Elle continua à lire. La corruption, dit-elle, est nommée dans l'ancienne langue carta videns, la lecture de la vérité écrite, et elle est jugée incompatible avec la gouvernance d'une cour qui doit, pour sa survie, se permettre certains mensonges utiles. Roaring Strike émit un son sur l'estrade qui n'était pas un mot. Séraphine ne leva pas les yeux. Par conséquent, lut-elle, la lignée des Vale est condamnée au silence. Leurs registres seront brûlés. Leurs langues seront tues par une potion de la même contrainte, maintenant administrée à dose mesurée à chaque génération, jusqu'à ce que le don s'endorme. Toute Vale qui brise le silence en lisant cette charte à voix haute, à son achèvement, tombera. Ses genoux faillirent plier. La potion s'épaississait dans sa gorge. Elle sentait les fibres de son cou se tendre comme des cordes. Elle ne s'arrêta pas. Toute Vale, lut-elle, et sa voix était plus dure maintenant, taillée dans la même pierre que la cathédrale, qui brise le silence en lisant cette charte à voix haute, à son achèvement, tombera. La salle était absolument immobile. Le visage du seigneur Corvin était devenu gris. Le conseiller en gris colombe sourit, et Séraphine le vit du coin de l'œil, et elle comprit à ce moment, avec la certitude froide et exacte d'un cartographe lisant une rivière, que c'était lui qui avait donné cette charte aux pages, pas Corvin. Lui. L'homme élégant en gris colombe était de l'architecte. Corvin n'était qu'une grande porte ancienne derrière laquelle il se tenait. Elle ne s'arrêta pas de lire. « Tombera », lut-elle de nouveau, parce que la charte elle-même répétait le mot. Parce que la charte n'était pas seulement une sentence de mort, mais un sortilège de mort écrit à l'ancienne manière savante, et elle sentit la toxine de contrainte déferler comme si elle avait attendu la répétition pour s'en repaître. Et puis, parce qu'elle avait passé 4 nuits dans des archives poussiéreuses et avait appris plus que ce que le Conseil soupçonnait, elle lut la ligne suivante, que le Conseil n'avait apparemment pas lu depuis 112 ans, parce qu'il l'avait scellée avant que l'encre ne soit sèche et avait fait confiance au sceau pour que cela suffise. Et toute Vale qui lit cette charte à voix haute et ne tombe pas, lut-elle, et sa voix résonnait maintenant, résonnait sur la pierre, sera considérée par la loi ancienne comme ayant prouvé la fausseté de la charte. Car la charte elle-même ne lit que les corrompus, et une Vale qui survit à sa lecture est, par définition, non corrompue. Et par conséquent, le silence est élevé, les bûchers sont annulés, et la lignée est restaurée dans tous ses droits avec toutes les terres, charges et revendications restituées à la date de la condamnation originale. Une ondulation parcourut le conseil comme le vent dans le blé. Corvin se redressa à moitié. L'homme en gris colombe, pour la première fois, la regarda. Ses yeux avaient la couleur de la vieille pierre humide. Séraphine sentit la toxine atteindre son cœur. Elle la sentit ralentir son pouls. Elle la sentit essayer très fort de la faire tomber. Elle pensa à Blanche près du mur, à Nia quelque part, où elle ne pouvait pas la voir, au creux d'Orwell, au col du cartographe et aux appels de Philargent, et à la longue prairie où son père lui avait appris à marcher en ligne droite. En suivant l'étoile du Nord, elle pensa absurdement au moineau dans les chevrons. Elle ne tomba pas. Sa voix était le seul son dans la salle. Et par cette même clause, lut-elle, alors que sa vision se rétrécissait et que les lettres nageaient et se redressaient pour elle une dernière fois, le roi Alpha de la cour du Sœur, sous le règne duquel cette condamnation est annulée, devra faire restitution à la lignée restaurée par un lien de rang égal.
un tel lien devant être conclu par reconnaissance mutuelle et sans autre coercition, et aucun conseil ne devra s'y ingérer. Le silence qui suivit n'était pas le silence d'une cour stupéfaite. C'était le silence d'une cour qui avait été prise au piège. Le cuivre du clarion cliqueta, libérant la charte. Séraphine chancela. Roaring Strike descendit de l'estrade sans hâte et sans permission. Il traversa le cercle de craie. Il ne la toucha pas, bien que sa main planât près de son coude comme une question. « Fini, dit-il, à voix basse, seulement pour elle. Je suis avec toi. » Sa voix était une chose rauque, contrôlée, et pourtant la façon dont il dit « fini » était presque un vœu. Elle tourna le dernier coin du parchemin. La clause finale était manuscrite, petite, ajoutée avec une encre différente. D'une main qu'elle connaissait pour l'avoir vue dans les marges d'une centaine de vieilles cartes que son père lui avait appris à lire. C'était de la main de sa grand-mère. Sa grand-mère avait su, alors même que la charte était rédigée, qu'un jour une Val pourrait arriver jusqu'ici. La clause disait « Pour les enfants de mes enfants, quand vous arriverez à cette ligne, sachez que les lettres sont vivantes et qu'elles se sont souvenues de vous. » Séraphine le lut à voix haute, sa voix brisée. Elle le lut à voix haute quand même. Et à la lecture de cette dernière ligne, la cire du sceau se fissura de manière audible, le sigle de la plume des Val se fendit en deux, et la toxine de contrainte dans ses veines devint froide, puis neutre, puis immobile. Elle respirait. Elle ne tombait pas. Elle releva la tête. La salle du conseil la fixait. La main de Roaring Strike était enfin à son coude, la soutenant sans la posséder, et ses yeux n'étaient plus un lac gelé. Ils étaient des eaux libres. « Seigneur Corvin, dit-elle, et sa voix était faible, mais claire. Selon les propres termes de la charte, le silence est levé. Ma lignée est restaurée. Ma citoyenneté n'est pas rétroactivement annulable, car ce n'est pas une citoyenneté provisoire. C'est une citoyenneté ancestrale, restaurée à la date de la condamnation originale, qui est antérieure à la commission de n'importe quel greffier. Le tribut tient. La clause tient. Les terres frontalières sont à moi. » Corvin ne répondit pas. Il s'était affalé dans son fauteuil comme un homme dont le fauteuil était devenu plus lourd. Dame Alicia pleurait maintenant, mais pas de manière décorative. L'homme en gris colombe souriait, et le sourire n'avait sa place nulle part sur son visage. Il se leva. Il s'inclina, très proprement, devant Séraphine, et elle sentit l'inclinaison comme on sent une lame passer sur l'intérieur de son poignet, avec soin et sans couper, pour l'instant. « Madame Vale, dit-il, mon nom est conseiller Harrow. Aucune parenté, je vous l'assure, avec votre oncle. Un plaisir. » Et elle sut alors que ses ennuis n'avaient fait que changer de forme. On lui donna maintenant des appartements, plutôt qu'une chambre d'amis. Une suite dans l'aile est avec 3 fenêtres et une porte qui ne se verrouillait que de l'intérieur. Le lien qu'elle avait refusé de nommer l'attirait constamment. C'était un bourdonnement sourd sous son sternum chaque fois que Roaring passait dans le couloir 3 étages plus bas. Chaque fois que sa voix s'élevait dans une pièce lointaine. Chaque fois qu'il soupirait dans son sommeil à 2 ailes de distance. Elle n'alla pas le voir. Il ne vint peu la voir. Chacun d'eux, pendant 3 jours, fut très occupé à prétendre que la survie et le sentiment étaient des projets distincts. Blanche lui apportait ses repas. Blanche lui apportait des nouvelles. Corvin s'était retiré du conseil actif, prétextant son âge. Dame Alicia avait été vue pleurant dans les jardins avec le conseiller Harrow à son coude, et Blanche, qui avait l'oreille d'une servante pour de telles choses, rapporta que la main de Harrow sur le bras d'Alicia était moins réconfortante que directive. Une petite fille d'environ 7 hivers avait été trouvée en pleurs dans le labyrinthe d'If, une enfant de cuisine nommée Mira, dont la mère travaillait dans les cuisines. Et Séraphine, se promenant dans les jardins le 3e après-midi pour se vider la tête des bourdonnements du lien, s'était agenouillée sur le chemin de gravier et avait séché le visage de la fillette avec le bas de sa manche. « Tu as perdu ton chemin, » dit-elle. La fillette hocha la tête et renifla, puis, avec le jugement sans hésitation des très jeunes, grimpa sur les genoux de Séraphine comme si la question avait été réglée. « Que cherchais-tu » demanda Séraphine. « Le cerf blanc, dit l'enfant. Blanche dit qu'il sort au crépuscule près de la 2e fontaine. » Séraphine ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. « Allons voir, dit-elle. » Elles y allèrent. Aucun cerf blanc ne vint. Ce qui vint à la place de l'ombre de l'If fut Roaring Strike lui-même, à pied,
dans les simples cuirs noirs qu'il portait maintenant quand il ne souhaitait pas être le roi. Et l'enfant Mira leva les yeux, le vit et ne tressaillit pas. Elle glissa des genoux de Séraphine, fit les 4 pas jusqu'à lui et mit sa petite main collante dans la sienne. Le souffle de Rorain se coupa. Séraphine vit son visage faire quelque chose qu'elle ne lui avait jamais vu faire auparavant. Il se plia, de la manière dont une pierre se plie quand l'eau y a travaillé pendant longtemps. Il s'agenouilla lentement sur un genou dans le gravier, un roi dans un jardin vide, et laissa l'enfant examiner la chevalière en os sur son pouce avec la gravité d'un joaillier. « Vous êtes très grand », l'informa l'enfant. « On me l'a dit », dit-il. Sa voix était rauque. « Êtes-vous un roi » demanda-t-elle. « Parfois », dit-il. « Êtes-vous un cerf » demanda-t-elle. « Parfois », dit-il. « Puis-je voir » demanda-t-elle. Séraphine rit avant de pouvoir se retenir, et Rorain leva les yeux vers elle par-dessus la tête de l'enfant, et quelque chose sur son visage se déplia davantage, et elle vit enfin le garçon qu'il avait été avant le diadème. « Pas aujourd'hui, petite, dit-il à l'enfant. Aujourd'hui, je ne suis qu'un homme. » L'enfant accepta cela avec dignité et s'éloigna pour traquer un moineau. Rorain se leva lentement. Il ne regarda pas tout à fait Séraphine. « Dame Vale, dit-il. « Votre Majesté, dit-elle. » Il rit une fois, un son court et peu habitué. « Ne m'appelez pas ainsi ici, dit-il. Ici, je suis un homme qui a été un piètre hôte et un pire bourreau. Je préférerais un autre nom pour l'heure. » Elle pencha la tête. « Comment vous appellent vos amis, dit-elle. Il la regarda alors, et les eaux libres dans ses yeux devinrent plus profondes. « Je n'en ai pas eu beaucoup, dit-il. »« Essayez-en un, dit-elle. »« Rorain, dit-il après un long moment. »« Rorain, dit-elle, et elle sentit le bourdonnement dans son sternum frapper une note plus douce au son de sa propre voix sur son nom, et elle vit, par la brève dilatation de ses pupilles, qu'il l'avait ressenti aussi. « Le cerf en lui, pensa-t-elle. Le cerf sait. » Ils marchèrent. Le jardin était long et froid, et n'avait pour témoin que le moineau, qui était toujours traqué. Il lui raconta, par fragments, ce qu'il n'avait pas pu lui dire dans une salle pleine de conseillers. Que sa cour, depuis 3 générations, échangeait des âmes sœurs contre la paix politique, parce que la lignée du cerf se mourait, parce que de moins en moins d'enfants cerfs naissaient chaque hiver, parce que la dernière chose qu'un peuple mourant pouvait se permettre était un roi trop distrait par un lien pour faire les calculs qui nourrissaient le royaume, qu'il avait su, au moment où elle avait franchi le seuil de la cathédrale de Givre, ce qu'elle était pour lui, et il avait prononcé la répudiation plus vite, car on l'avait entraîné depuis l'enfance à reconnaître ce sentiment et à le couper à la racine. Que sa mère, la reine précédente, était morte d'un lien rompu dans cette même cathédrale 30 ans auparavant, et qu'il avait regardé. Qu'on lui avait dit, quand il avait pris le diadème, que la chose la plus gentille qu'un roi cerf pouvait faire pour une âme sœur était de la libérer avant de connaître son nom. Que son rire, dit-il là, l'avait anéanti. Pas la clause, le rire. Elle marcha à ses côtés et ne parla pas pendant un moment. Puis elle dit, « Rorain, je vais faire quelque chose qui donnera au conseil l'envie de me tuer à nouveau. » Il la regarda. « Dis-moi, dit-il. Je vais reprendre les vallées frontalières en mon nom propre et les diriger, dit-elle. Pas comme votre reine, comme leur dame. Je vais ouvrir les archives à tout descendant des Val qui veut y lire. Je vais inviter les 7 épouses oubliées à sortir du couvent. Certaines d'entre elles, je pense, ne seront pas mortes. Je vais rendre cette cour très mal à l'aise. » Il resta silencieux un long moment. Puis il dit, « Le conseil te tuera avant la neige. »« Je sais, dit-elle. » Ils atteignirent la 2e fontaine. L'eau était gelée. Il se tourna pour lui faire face et ne la toucha pas. « J'aimerais, dit-il, leur rendre la tâche plus difficile. »« Vraiment? »« Oui, dit-elle. » Il hocha la tête une fois, comme un homme acceptant un poids. Puis il dit, « Soyons clairs sur quelque chose, Séraphine Val. Je ne te demande pas d'accepter le lien comme un bouclier. Je ne te demande pas de l'accepter comme un traité. Je te demande si tu es prête à me laisser te faire la cour comme un homme fait la cour à une femme. Sans couronne, sans conseil, sans clause. À ton rythme. Refuse-moi, dit-il, et je défendrai quand même ces valets. Accepte-moi, et tu n'auras pas à me demander 2 fois quoi que ce soit. » Le bourdonnement dans son sternum était devenu une chanson. Elle le regarda. « Rorain, dit-elle. »« Oui, j'accepte la cour, je n'accepte pas le bouclier. » Il faillit sourire.
Je m'en doutais, dit-il. Un corps retentit alors, soudain et éclatant depuis le donjon. L'appel à trois notes qui signifiait que le conseil s'était réuni hors cycle, et l'air tendre entre eux devint froid. Il la regarda et sa mâchoire se serra. Nous sommes convoqués, dit-il. Je passerai en premier. Suis-moi quand le couloir sera libre. Elle hocha la tête. Il hésita, puis leva sa main très lentement, lui donnant toutes les chances de se retirer, et pressa sa bouche sur le dos de ses jointures. Ce n'était pas un baiser au sens de la cour. C'était un vœu de la taille d'un souffle. Il était parti avant qu'elle ne puisse se ressaisir. Le conseil les avait convoqués parce qu'un courrier était arrivé de la frontière avec un rapport scellé indiquant que les mines de Philargen avaient été attaquées dans la nuit et que 9 mineurs étaient morts. Le conseiller Harrow, dans son gris colombe, lut le rapport à voix haute avec une grande tristesse. Les pilleurs, dit-il, n'ont pas été identifiés, mais le mode opératoire correspond à celui des bandits qui harcèlent la frontière depuis 40 hivers. C'était une tragédie. C'était, insinua-t-il avec l'emphase la plus délicate, aussi la conséquence prévisible de confier des terres contestées à une jeune femme sans milice propre. Peut-être, dit-il, que Damval envisagerait de céder la revendication à la couronne pour la garder en lieu sûr jusqu'à ce que la paix soit rétablie. Il lui sourit, un sourire petit et agréable. Séraphine lui rendit son sourire. « Conseiller Harrow, dit-elle, j'aimerais voir le rapport. » Il le lui tendit avec l'air d'un homme qui n'avait rien à cacher. Les lettres se soulevèrent pour elle. Elle lut la véritable forme de la main sous la contrefaçon du courrier. Elle lut l'encre. Elle lut la pression de la plume. Elle lut la phrase « frapper la nuit », là où il aurait dû y avoir frappé avant l'aube, et sut qu'un homme qui aurait écrit un tel rapport depuis la frontière connaîtrait la différence entre ces heures, car il les aurait traversées d'à cheval. Elle plia le rapport. « Conseiller Harrow, dit-elle, ce rapport a été écrit dans ce donjon au cours des 6 dernières heures par un homme qui n'a jamais vu un appel de Philargen de sa vie. » La salle devint très silencieuse. Le visage de Harrow ne bougea pas. « C'est une grave accusation, Dame Vale, dit-il. »« En effet, acquiesça-t-elle, je peux le prouver. » Elle posa le rapport sur la table, elle nomma les 3 erreurs de terrain, elle nomma la main du scribe par son inclinaison, qu'elle avait vue une fois 2 jours auparavant sur un registre dans le bureau extérieur de Harrow lui-même. Elle décrivit l'encre qui provenait d'une gale de cèdre particulière utilisée uniquement dans le scriptorium nord du donjon que Harrow supervisait. Elle ne l'accusa pas, elle n'en avait pas besoin. Le conseil, qui l'avait vu lire une charte scellée et survivre, la regarda lire un rapport non scellé et ne douta pas d'elle. Le seigneur Corvan, depuis son fauteuil de retraité au fond, ferma les yeux. Roran Strike, qui n'avait rien dit, regarda Harrow et ses yeux n'étaient plus des eaux libres. Ils étaient de nouveau le lac et quelque chose de profond en lui remontait. « Conseiller Harrow, dit Roran très doucement, vous resterez dans cette pièce. » Harrow sourit, s'excusa pour le malentendu avec la grâce d'un homme qui avait déjà perdu et choisissait simplement sa sortie, et s'excusa pour aller chercher le brouillon original dans son bureau afin que l'affaire puisse être éclaircie. Il se dirigea vers la porte. Les gardes, qui n'avaient pas encore reçu d'instructions, le laissèrent passer. Séraphine sentit l'attraction sous son sternum se transformer en alarme, et elle se tourna vers Roran et ouvrit la bouche pour dire « Il va s'enfuir ». Et puis la porte de l'autre côté de la salle s'ouvrit violemment, et le conseiller Harrow se tenait là avec un instrument que Séraphine n'avait jamais vu auparavant. Un mince tube de métal pâle, de la couleur de l'os blanchi trop longtemps au soleil. Il le leva et le pointa sur elle, et elle comprit que c'était le métal rare qui blessait les métamorphes, transformé en arme, et que le dard à sa pointe n'était pas destiné à Rorin. Le conseil cria. Blanche, qui était au fond avec une cruche d'eau, la laissa tomber. Dame Alicia, à son éternel crédit, hurla. Séraphine vit, avec la vision lente et claire d'une femme dont le sang avait été récemment empoisonné et purifié, la trajectoire du dard. Elle n'eut pas le temps de bouger. Roran, si. Il se plaça entre elle et le dard avant même qu'elle ait fini d'expirer. Le métal pâle le frappa à l'épaule, pas à la poitrine, car il avait incliné son corps. Et il poussa un son qui n'était pas humain, et pas non plus tout à fait celui d'un cerf. Une chose basse, gutturale, qui fendit de l'air. Il tomba sur un genou, la main sur la blessure, les yeux fixés sur Harrow, et l'attraction sous le sternum de Séraphine devint un hurlement.
Harrow laissa tomber le tube. Il courait déjà. Les gardes, finalement instruits par rien de plus que la silhouette agenouillée du roi, se lancèrent à sa poursuite. Séraphine était au sol à côté de Rorin. Son épaule saignait d'un sang noir. Le métal avait des veines grises qui, sous ses yeux, se propageaient le long de sa clavicule sous la peau. « Non, dit-elle. Rorin, reste. » Il la regarda. « Je suis là, dit-il, mais sa voix était plus faible qu'auparavant. « Destinée, dit-il doucement, comme s'il se confessait. « Je sais, dit-elle. « Tu le sais, dit-il. « Oui, dit-elle. « Je le savais dans la cathédrale de Givre. J'ai ri parce que si j'avais pleuré, tu m'aurais envoyé au couvent avant que le lien ne puisse finir de s'éveiller. » Il ferma les yeux. « Cartographe, dit-il, et c'était presque un sourire. « Je t'ai cartographié, dit-elle. « Tiens bon. »« Blanche, dit-elle sans lever les yeux. « Va chercher l'archiviste maintenant. » Blanche courait déjà. Les veines grises sous la peau de Rorin avaient atteint le creux de sa gorge. Le conseil était en plein chaos. Séraphine pressa ses deux mains sur la blessure et fit ce qu'elle n'avait jamais fait délibérément auparavant. Elle laissa le don s'ouvrir. Les lettres sur sa peau, l'écriture semblable à un tatouage qui avait attendu sous son pouls toute sa vie, se soulevèrent. Elles montèrent le long de ses avant-bras, en de fines lignes argentées, des formes de mots qu'elle ne savait pas encore lire en elle-même, et elles se déversèrent de ses paumes en lui. Ce n'était pas de la guérison. Elle n'était pas une guérisseuse. C'était quelque chose de plus ancien. C'était la lecture d'un corps comme un texte, et la reconnaissance que le métal en lui était une ligne falsifiée, un mensonge dans la phrase de sa chair. Et le don des veils était de défaire les contrefaçons. Elle lut le métal hors de lui. Cela prit 3 minutes. Cela lui coûta toutes ses réserves. Les veines grises se retirèrent vers la blessure. La blessure noircit, puis laissa s'écouler un mince filet de liquide corrompu sur la pierre. L'éclat de métal pâle sortit de son épaule de lui-même et se posa sur sa poitrine comme une dent usée. Rorin haleta. Il respira. Il respira de nouveau. Séraphine chancela et le monde devint brièvement blanc, et elle sentit ses bras, tremblants mais sûrs, la rattraper avant qu'elle ne touche le sol. « Doucement, dit-il dans ses cheveux. « Doucement, cartographe. Je te tiens. » Quelque part très loin, Blanche disait que Harrow avait atteint les écuries. Séraphine, le visage pressé contre le côté non blessé du cou de Rorin, murmura. « Il ne quittera pas le domaine. » Le lien, oui, mais aussi le don lui avait laissé une étrange certitude sur les cartes. Le mur nord, dit-elle, la glace sur l'étang. Il essayera de le traverser. Il n'a pas, dit-elle, lu le terrain. Rorin rit une fois, rudement, et c'était un son ébranlé, et il la serra, et le conseil, pour une fois, n'interrompit pas. Harrow atteignit l'étang. La glace, comme Séraphine l'avait lu dans la description du rapport sur la vue du scriptorium nord, s'était aminci au cours des 2 derniers jours sous un vent chaud inhabituel. Il était un conseiller, pas un pisteur, et il courait, et il paniquait, et il posa le pied sur la glace à la courbe la plus étroite, là où la source en dessous coulait le plus près de la surface. La glace le soutint pendant 8 pas. Au 9e, elle céda. Il sombra. Il remonta une fois, ingriffant, et les gardes qui l'avaient en suivi virent que son manteau était emmêlé avec quelque chose de long et de pâle, qu'ils identifièrent plus tard comme un paquet de dards en métal pâle qu'ils transportaient dans la doublure cachée. Chacun d'eux était enveloppé dans un tissu huilé pour que la potion de contrainte dont ils étaient imprégnés ne touche pas sa peau. La potion toucha sa peau dans l'eau. Il sombra une 2e fois. Il ne remonta pas une 3e fois. L'étang le garda pour le reste de l'hiver, et quand le dégel vint et qu'ils le remontèrent, son visage était du gris de la vieille pierre, et sa main était recroquevillée autour du dernier dard non utilisé qui avait percé sa propre paume alors qu'il luttait. La cour décida, après un bref débat, que la justice poétique était un verdict aussi valable que la justice légale, et l'affaire fut classée. Dame Alicia fut exilée dans le domaine nord de sa famille, privée de ses droits à la cour pour son rôle dans les complots de Harrow, qui, comme il s'est avéré, avait été le rôle d'un pion convaincu d'être une reine. Et elle partit tranquillement, et Séraphine, au grand choc du conseil, signa elle-même l'ordre d'exil avec une note précisant qu'Alicia devait recevoir une allocation annuelle et le droit de faire appel pour son retour après 10 ans. La miséricorde, écrivit Séraphine dans la marge de l'ordre, n'est pas la même chose que l'oubli.
Rorin, lisant par-dessus son épaule, lui embrassa le sommet de la tête. Cartographe, dit-il, tu fais des cartes très étranges. Je fais des cartes honnêtes, dit-elle. Le baiser interrompu, le quasi-baiser qu'ils avaient failli partager dans le jardin, après que la petite Mira se soit éloignée, se concrétisa enfin. C'était 3 nuits après que l'étang ait réclamé Harrow, dans sa suite de l'aile est près du feu, la porte verrouillée de l'intérieur. Il avait été interrompu une fois auparavant, le jour où elle avait pris possession des vallées frontalières, par un cavalier du couvent apportant la nouvelle que 2 des 7 épouses oubliées étaient bien vivantes et souhaitaient rentrer chez elle. Et elle s'était levée d'un bond pour répondre à la lettre, et Roran avait ri et dit « Plus tard, avoir. Cartographe, plus tard. » Et elle l'avait embrassé brièvement sur la mâchoire et avait couru à son bureau. Plus tard, plus tard, Tan était devenu ce soir-là. Il était venu à son invitation et pas avant. Il s'était tenu sur le seuil jusqu'à ce qu'elle traverse la pièce, prenne sa main et le conduise au foyer. Il avait pris son visage en coupe avec des mains qui avaient tué des hommes et ne l'avaient jamais meurtri. « Je ne demanderai plus après ce soir, dit-il, si tu ne le souhaites pas. »« Je le souhaite, dit-elle. »« Puis-je te marquer, dit-il à voix basse plus tard, alors que la lumière du feu se déplaçait sur eux et que le monde s'était réduit à 2 battements de cœur. »« Pas encore, dit-elle. » Il sentit son sourire contre sa gorge. « Quand, dit-il. Quand j'aurai pris possession des vallées en totalité, dit-elle, et ouvert les archives et ramené les épouses, et quand je serai certaine que la marque est à moi de la donner et non à mes peurs. » Il rit, un son rauque et bas, et embrassa l'endroit où la marque serait un jour sans percer la peau. « Comme tu voudras, cartographe, à ton rythme. » La revendication eut lieu au printemps, par son choix, dans la longue prairie du creux d'Orwell, où son père lui avait appris à marcher en ligne droite en suivant l'étoile du Nord. Cela ne se fit pas dans la cathédrale de Givre. Cela se fit sous un ciel de la couleur du lin lavé, avec Blanche et Nia, et l'enfant Mira, et une vieille jument grise qui avait décidé d'assister, tous présents, et avec les 2 épouses revenues se tenant parmi les témoins dans leur nouvelle robe simple. Rorin s'agenouilla dans l'herbe et prononça le vœu court et absolu de son espèce, qui ne comptait que 6 mots et n'avait pas été prononcé sincèrement depuis 3 générations. Et Séraphine s'agenouilla dans l'herbe et prononça les 6 mots de la lignée des Val, dont la prononciation n'avait pas été légalement autorisée depuis 112 ans. Et quand elle découvrit son épaule, il y posa sa bouche avec une tendresse qui lui donna l'impression d'être lu par quelqu'un qui comprenait chaque mot. Le lien s'acheva, le bourdonnement dans son sternum devint un accord. Ils se levèrent ensemble. L'enfant de Mira applaudit, ravi. La jument grise, peu impressionnée, continua de manger. L'hiver suivant, Séraphine avait ouvert les archives des Val à tout descendant qui souhaitait lire. 3 autres des épouses oubliées étaient rentrées et 2 d'entre elles avaient choisi de rester dans la capitale comme scribes dans les nouvelles archives. Les vallées frontalières produisirent une récolte qui nourrit 3 villages. Roran, au scandale de son conseil et au grand plaisir de l'enfant Mira, avait été vu 2 fois sur le sentier du jardin avec de petits-enfants studieux sur ses épaules. Il s'était transformé une fois, complètement, au tournant de l'année, comme les rois serfs étaient censés le faire, et Séraphine avait marché avec lui dans la neige, la main sur le velours chaud de son flanc, et avait ri aux éclats de sa dignité absurde. L'attraction sous son sternum ne se resserrait plus d'alarme à ses absences. Elle ne faisait que luire, calme et constante, un fil tendu entre eux à n'importe quelle distance. Un matin du début du printemps, 1 an après la revendication, Séraphine était assise au petit déjeuner, et Roran entra avec 2 tasses de quelque chose de chaud, en posa une à son coude et lui embrassa le sommet de la tête comme il l'avait fait la nuit où elle avait signé l'exil d'Alicia. « Cartographe, dit-il. »« Oui, dit-elle. »« Tu relis cette carte depuis 1 semaine, dit-il. »« En effet, dit-elle. »« Que dit-elle, dit-il. » Elle ne leva pas les yeux. « Elle dit, répondit-elle, que je vais devoir redessiner la frontière nord à l'automne, parce qu'il y aura une tierce partie à prendre en compte d'ici là. » Il devint très immobile. Elle le sentit s'immobiliser. Elle s'autorisa, enfin, à lever les yeux. Son visage s'était de nouveau plié, de la manière dont il s'était plié sur le chemin de gravier quand une petite enfant avait mis sa main dans la sienne. Il s'assit lentement sur le banc à côté d'elle. « Séraphine, dit-il. »« Oui, dit-elle. »« Une tierce partie, dit-il. »«
Une petite, dit-elle. Petite au début, rectifia-t-elle, qui grandira. Il ne dit rien pendant un long moment. Puis il prit sa main et la pressa contre sa bouche, et elle sentit son souffle trembler. Et elle rit, un rire doux cette fois, rien à voir avec le rire qu'elle avait eu dans la cathédrale de Givre. Et il rit aussi, et le cerf en lui, quelque part au fond de ses yeux, émit un grognement satisfait qui n'était pas destiné aux oreilles humaines, mais qu'à travers le lien, elle entendit quand même. Il disait, de la manière directe et affectueuse des créatures intérieures, à nous. Plus tard ce matin-là, elle se promena dans le jardin avec l'enfant Mira, qui avait maintenant 8 ans et était moins encline à s'asseoir sur les genoux, et lui annonça la nouvelle. Et Mira, après un moment de digne considération, dit « Ce sera un cerf ou un cartographe. » Et Séraphine, en riant, dit « Je pense qu'il faudra encore attendre pour voir. » Et Mira, satisfaite, s'en alla traquer un moineau. Quelque part au-dessus d'eux, un couple de moineaux dans le clair-voie d'une lointaine cathédrale de Givre construisait un nid dans les lustres en bois de cerf que personne n'avait pensé à dépoussiérer depuis qu'un certain rire en avait chassé leurs ancêtres. Et si vous écoutez encore, chers voyageurs, le conte de la bâtarde du cartographe qui a ri au nez d'un roi alpha, je vous serais très reconnaissant de me dire ce que vous en avez pensé, sur une échelle de 1 à 10, dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a un peu réchauffé le cœur, pensez à vous abonner à la chaîne. Ainsi, le prochain conte pourra vous trouver lorsque le givre reviendra.